Amen. Hallelujah. We're gonna say that. I need some interceders to begin to walk around. Please stay. Because there's some people in here that needs prayer. Yeah. Yeah. Oh, baby, it's well. Now your Lord before. Hallelujah. 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 Baby, it's well. Baby, it's well. Please stay. Hallelujah. Oh God, no more swine, when is well, no your Lord before, when is well, no your Lord before. Hallelujah. 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 Sing it out. You guys are my worship team. Yeah. We're gonna sing that again. Oh, give the line. Oh, give the line. Yeah. Yeah. We're gonna say that again. Yes, God. Hallelujah.
Moi, salue tout le monde dans le précieux nom de Jésus. Et soit une petite musique en bas. Et c'est comme ça nous fait. Moi, salue tout le monde. Et nous allons aller faire deuxième partie et de formation, de intervention sur l'introduction à la philosophie. Et nous allons continuer. Et jeudi, nous allons voir de gros documents qui est les Albert Mendery, qui c'est cours de philosophie pour toutes les sections, ok, et terminale, pré-fac et première, deuxième année, université, surtout ceux qui vont étudier la philosophie. Et nous allons rentrer là-dedans tout à l'heure. Ça que nous allons voir là-dedans, c'est que nous allons moyen des choses nous t'ai dit qui ont pile d'importance. Ok. On nous retourner dans le nous qui c'est nous t'es arrivé dans nous t'es hier méthode de libération à l'égard des préjugés. Nous t'ai définition de la philosophie et nous t'ai tout les trois méthodes. Nous t'ai méthode de pomme, panier de pommes selon Descartes. Nous t'ai et épithète, il était venu avec ça qui est les Descartes et le doute, l'exemple du panier de pommes. Nous avons épithète, la mise à l'épreuve de nos représentations, et puis nous avons Aristote, mécanisme et de l'étonnement. Jeudi, on a pu continuer avec côté nous campé. Nous avons une question de départ qui c'est comment parvenir à penser par soi-même et comment se libérer-on des préjugés. Et alléluia. Alléluia. Bon, regardez moi, je vais descendre tout petit. Ok, très bien. Comment parvenir à penser par soi-même et comment se libérer-on des préjugés par une réflexion critique. Parce que on a parlé de philosophie, on a parlé de faire certaines choses, de dire certaines choses, d'enseigner certaines choses. Et ces choses que vous allez apprendre cet après-midi ou ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure que vous allez auditionner cette vidéo, il va aider au métaux à la hauteur, à la juste mesure, pour accepter et puis pour révolter contre certaines idées. C'est pour cette raison qu'il est bon de faire la philosophie. C'est quoi? De faire la philosophie. C'est quoi? En faisant la philosophie, vous apprenez à douter ce que nous tenons pour évident. Douter. C'est un concept cartésien que lié. Faire de la philosophie, c'est analyser et questionner ses propres certitudes. Par exemple, Jacques nous dit que dame li levé joindre maman t'a font bagay. Dans période, dans moment maman t'a fait ça, li apprend li acquérir li maîtriser et puis certain li fidèle avec elle et le pratiquer. Quand il dit comme ça, c'est comme ça maman te qu'on fait. Vous regardez ça,
concept traditionnaliste. Parfois qui biaisé. OK? En anglais, il y a le bias conception, qui c'est des conceptions biaisées. Préconçues, des idées préconçues. Faire de la philosophie, c'est savoir s'étonner de ce qui passe dans la vie, savoir s'étonner de ce qui nous paraît normal. OK? Pour savoir faire philosophie, c'est pour douter des choses que nous pensons qui est évident, analyser, questionner propre certitude, et puis savoir s'étonner de ce qui nous paraît normal. Ça paraît normal pour nous. Alléluia. Ça paraît normal pour nous. OK. Paraît normal pour nous. Le sens de la démarche philosophique. Soit fait philosophie, ou qu'on est depuis qu'on a fait philosophie, ou qu'on est fort douter, ou qu'on est fort analyser, fort questionner. Et puis, gain de gens ou apprennent à étonner de certaines choses qui paraissent normales. Le sens de la démarche philosophique, nous souvent apprenons de la part de Socrate. Quand on voit Socrate, on voit la méthode de Socrate. Mais vous savez que Socrate n'a jamais eu la chance, mais n'a pas écrit quelque chose. Tout ce qu'on a pu apprendre de ce grand personnage philosophique, de ce grand érudit jadiste, antique, on le tient par rapport sous les plumes de Platon. Dans Platon, Gorgias de Platon, c'est un ouvrage, souvent on donne aux étudiants en phase terminale. Et dans ce livre, on parle de la façon que Socrate a utilisé certaines démarches, certaines méthodes. C'est pour cette raison qu'on parle de la méthode de Socrate. Mais qui est Socrate? Qui est Socrate? Socrate est né le 470 avant la naissance de Jésus. On l'a assassiné malhonnêtement en 390 avant Jésus-Christ. Et il est né près d'Athènes. Il avait un ami qui s'appelle Chéréphon. Ou plutôt, son ami Chéréphon va consulter l'oracle de Delphes. Et quand vous apprenez la philosophie, vous allez apprendre que la mythologie est parfois liée avec certaines croyances philosophiques. Surtout quand on parle de la philosophie grecque. Helléniste. Elle lui apprend que Socrate serait l'homme le plus sage et le plus savant de toute la Grèce. L'oracle de Delphes, la Pythie, apprend à Chéréphon que son ami Socrate sera l'érudit philosophique de son époque pour cette nation.
En réaction à cet oracle, Socrate commence à questionner ses concitoyens. Il n'a pas pu, il n'a pas pu de se tenir. Il n'a pas pu de s'empêcher de questionner les autres. Après avoir obtenu l'oracle, ce grand message, cette prophétie, cette prédiction. En 399 avant Jésus-Christ, il est condamné à mort par le tribunal d'Athènes. Selon Jacques-Louis David, la mort de Socrate, il parle dans son livre comment Socrate a humilié les autorités d'Athènes qui composaient la haute instance de justice de la cité à l'époque. On l'a condamné et sa sentence était de boire la ciguë. C'est une poison violente qui coupe les entrailles. Comme je le viens de dire, vous savez que Socrate n'a rien écrit. Tout ce qu'on sait de lui, on le doit à son élève, qui le met en scène dans ses dialogues, dans ses livres, comme je le viens de dire, pour ne pas faire trop de coq à l'âne. Puisqu'on sait qui est Socrate, on sait quand il est né, on sait où il est né, on sait qui l'a tué, pourquoi on l'a tué. Que faire Socrate? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Socrate a fait ce qu'on appelle la dialectique, l'ironie, la magnétique. Magnétude, c'est une autre chose. La magnétique. C'est une façon de dialoguer, c'est une façon de débattre certains sujets. On dit souvent que Socrate était un ignorant par rapport à ce qu'il dit et par rapport à comment il le voit. C'est pour cette raison on aime dire on aime parler sur le contexte de la fameuse maxime socratique. Ce que je ne sais rien. L'ignorance socratique, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a être ignorant, il y a vie dans l'ignorance, il y a l'ignorance socratique. L'ignorance socratique ne veut pas dire que tu es un ignorant, que tu vis dans l'ignorance. Mais l'ignorance socratique met l'accent sur votre sublime, votre façon, votre summum, la capacité de comprendre certaines choses et en tirer conclusion que vous ne savez rien. La démarche philosophique de Socrate, si vous pouvez comprendre le schéma, la dialectique. Qu'est-ce que la dialectique? C'est connaître l'opinion de ses interlocuteurs sur tel ou tel sujet. Au paquet, et ça fait moins condamner un paquet de chrétiens. Nous condamnons un paquet de chrétiens et condamner pour quelle raison? Parce que ou pas qu'après un débat à un monde ou pas qu'un maîtriser ou pas qu'un chercher contre qui monde est et pas non pral faire débat avec là ou récit connaît qui monde lié, mais il faut faire ses devoirs de maison, hein. La dialectique nous pousse à comprendre que les pousser à se justifier et voir
si leur propos est cohérent. Donc, la méthode dialectique qui est fondée par Socrate, c'est connaître l'opinion de ses interlocuteurs sur tel ou tel sujet. Cela veut dire la façon que la personne pense, la façon qu'il analyse, la façon qu'il doute certains sujets ou tels, ce qu'il préfère, ce qu'il rejette, ce qu'il affirme, ce qu'il condamne. Vous devez savoir ces choses. En faisant cela, cela va te pousser à justifier l'interlocuteur, à voir si leur propos est cohérent. Pousser l'interlocuteur à justifier ou à renier et voir si leur propos est cohérent. Vous n'êtes pas sans savoir que la cohérence est quelque chose qui va. Par exemple, si je dis tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc il est mortel. Donc il est mortel là, va en cohérence chronologique, logique, avec les deux prémices. Prémisse majeure et mineure, majeure, et une conclusion tirée. La dialectique nous amène à comprendre l'interlocuteur, à se questionner. La dialectique veut qu'on pousse l'auditeur à se questionner, voire à se réviser sa position. Par exemple, si nous prenons l'apologie de Socrate, c'est quoi l'apologie de Socrate? C'est un texte rédigé par Platon quand il se défendait devant les instances de sa ville, de la cité, qui lui ont condamné qu'il corrompait la jeunesse par rapport avec les débats concernant les dieux, etc. Vous ne trouverez pas facilement un autre homme comme moi. C'est Socrate qui dit ça. Il disait ça. Un homme, somme toute, je le dis au risque de paraître ridicule, attaché à la cité par le Dieu, comme le serait un taon au flanc d'un cheval de grande taille et de bonne race, mais qui se montrerait un peu mou en raison même de sa taille, et qui aurait besoin d'être réveillé par l'insecte. Que Socrate a fondé a élaboré trois concepts: la dialectique, l'ironie socratique et la magnétique de Socrate, ou plutôt la magnétique socratique. Feindre l'ignorance, détruire les préjugés, les idées toutes faites et les faux savoirs. L'ironie socratique, c'est feindre l'ignorance. Détruire les préjugés, cela veut dire que on fait ironie de long débat. Par exemple, mon a dit que il n'y a pas besoin de femme. Il préférait pour lui aller jeune un garçon, ok? Et puis pendant le aller le garçon, il dit ça fait là le jeune plaisir. Qu'on y a ou même dit comme ça, est-ce que un garçon qui a satisfait sexuellement?
qu'on y a faut laisser détruire préjugés mon de femmes et remettre en question idée qu'il gagne en tant qu'homosexuel et pousser vers la réalité de ses faux savoirs concernant certaines opinions. Ou pas qu'à gagner magnétique socratique sans qu'on pas dialectique, sans qu'on pas ironie socratique. La magnétique socratique li fait que pour accoucher l'esprit d'une idée vraie, amener l'interlocuteur à découvrir en lui-même une vérité. Elle dit c'est vérité à l'art, mais c'est pousser, parce que pousser mon nom pour percer réalité véridique d'une chose. Par exemple, écoutez ce que c'est le concept magnétique socratique. C'est mon art d'accoucher comprend toutes les fonctions que remplissent les sages femmes. Mais il diffère de leur en ce qu'ils délivrent des hommes, non des femmes, ce qu'ils surveillent leur âme en travail, et non leur corps. Mais le principal avantage de mon art, c'est qu'il rend capable de discerner à coup sûr si l'esprit du jeune homme enfante une chimère et une fausseté, ou un fut réel et vrai. J'ai d'ailleurs cela en commun avec les sages-femmes, que je suis stérile en matière de sagesse. Et le reproche qu'on m'a fait souvent d'interroger les autres sans jamais me déclarer sur aucune chose, parce que j'ai néanmoins aucune sagesse, est un reproche qui ne manque pas de vérité. Et la raison, la voici, c'est que le Dieu me contraint d'accoucher les autres, mais ne m'a pas permis d'engendrer. Je ne suis donc pas du tout sage moi-même. Je ne puis présenter aucune trouvaille de sagesse à laquelle mon âme est donnée jour. Mais ceux qui s'attachent à moi, bien que certains d'entre eux paraissent au début complètement ignorants, mais tous, au cours de leur commerce avec moi, si le Dieu de leur permet de progrès merveilleux, non seulement à leur jugement, mais à celui des autres, et il est clair comme le jour qu'ils n'ont jamais rien appris de moi. Et qu'ils ont eux-mêmes trouvé en eux et enfanté beaucoup de belles choses. Mais s'ils n'en ont accouché, c'est grâce au Dieu et grâce à moi. Elle dit, mais en prédiction, monsieur Guetta fait concernant ses disciples, mais les conscients, il y a l'ignorance de Socrate ici. L'ignorance de Socrate est bel et bien réelle dans ce texte que je viens de citer. Exemple magnétique appliqué dans le minon. Tant qu'il y a un carré ou un carré, et puis en un carré, on met l'autre carré qui est plus petit, mais on mettez en forme losange. Et puis la même partie losange là, écoutez, ou fait sous côté lion l'autre carré. Et puis dans l'autre carré, et puis ou font croix. Socrate demande à un jeune esclave de résoudre un problème de géométrie, tracer un carré dont la surface serait le double de l'origine. Ok? L'esclave qui n'a aucune connaissance en mathématiques commence par se tromper. Guidé par le questionnement de Socrate, il finit par trouver la solution, passer par les diagonales. Ok? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. L'ignorance socratique.
Cela sous-entend que c'est pas dire ou pas qu'on est, non? Mais c'est mettre son qu'on est en question. Depuis on pas qu'à mettre soit pas prendre en question qu'on problème. L'ignorance socratique est égale, est au moins égale avec la vraie ignorance. Par exemple, si nous prenons ce texte ici, cet homme, me semblait-il, passait aux yeux de beaucoup de gens et surtout à ses propres yeux. Pour quelqu'un qui savait quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Et le résultat fut que je m'attirais son inamitié et celle de plusieurs des gens qui assistaient à la scène. En repartant, je me disais donc à moi-même, je suis plus savant que cet homme. Je ne suis plus savant que cet homme-là. En effet, il est à craindre que nous ne sachions ni l'un, ni l'autre, rien qui vaille la peine. Mais tandis que lui, il s'imagine qu'il sait quelque chose. Alors qu'il ne sait rien. Moi qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus savant que lui en ceci qui représente peu de choses. Je ne m'imagine même pas savoir ce que je ne sais pas. Tel fut Athénien, l'enquête qui m'a fait tant d'ennemis, des ennemis très passionnés, très malfaisants, qui ont propagé tant de calomnies et m'ont fait ce renom de savant. Car chaque fois que je convainc quelqu'un d'ignorance, les assistants s'imaginent que je sais tout ce qu'il ignore. En réalité, juge, c'est probablement le Dieu qui le sait. Par cet oracle, il a voulu déclarer que la science humaine est peu de choses ou même qu'elle n'est rien. La philosophie ne prétend donc pas détenir le savoir, mais le rechercher. Alors, dit pourquoi on va faire philosophie, on va chercher connaissance. C'est pas qu'un mot qu'un besoin on va apprendre. C'est pas qu'un mot chercher pour chercher pour qu'un bel, mais c'est chercher pour découvrir, on va chercher pour trouver. L'étymologie l'indique. Philo, amour, désir. Sophia, savoir. Le philosophe s'oppose ainsi aux sophistes. Ce sont l'autre groupe de philosophes. Le sophiste prétend posséder le savoir. Il se fait payer pour dispenser son enseignement. Préfère les longs discours, macrologie, à l'entretien dialectique. Cherche à persuader plutôt qu'à convaincre. Et ça fait long dialogue, long conversation. Faut regarder les contenus dialogue là. Il y a qui là pour persuader, il y a qui là pour convaincre. Persuader c'est pour jouer sur émotion, sur ça qu'on veut, sur ça qu'on t'a entendé, sur ça qu'on fait plaisir et éviter ça qui blesse. Mais convaincre c'est venir avec des faits, venir avec des évidences, venir avec et la matière calculable, observable, pour présenter comme réel. Ok? Si on a posé question, on a dit qu'est-ce que la philosophie? Si on a posé question, on a dit qu'est-ce que la philosophie? On a dit que tout homme possède une philosophie spontanée. La philosophie est pour vous une discipline nouvelle. Vous avez peut-être remarqué qu'elle suscite dans votre entourage à la fois curiosité, mais aussi moqueries diverses. De la curiosité, car nombreux sont ceux qui présentent qu'elle touche à des questions essentielles.
Écoutez. Écoutez. Oui, qu'elle touche à des questions essentielles sans savoir exactement lesquelles. Des moqueries, car le philosophe est réputé pour être une personne souvent inadaptée à la vie ordinaire, se posant des questions éloignées des préoccupations de la vie quotidienne et proposant des réponses complexes et incompréhensiblement pour le commun des mortels. Afin de dissiper tout malentendu, partant d'un concept simple, vous-même et toutes les personnes que vous connaissiez possèdent des opinions dans des domaines très variés. Qu'elles soient croyants, athées, indifférents, tous se prononcent à leur manière sur les questions religieuses, sur le sens de l'existence humaine, même si elles n'ont pas d'engagement politique. Elles n'ont pas d'engagement syndical précis, etc. Toutes ont des préférences en la matière et portent des appréciations sur l'actualité. Tout le monde aime la philosophie, tout le monde a aimé qu'on nous a dit, mais quel que soit son bail qui dépasse un peu de monde. Chacun d'entre nous se réfère à des valeurs morales. Lorsque nous admirons ou nous scandalisons sur tel ou tel comportement, lorsque nous nous prononçons sur des questions sensibles, comme la mort, comme la peine de mort, l'euthanasie, la protection de l'environnement, les mœurs sexuelles, la marginalisation, outre toutes ces opinions, sont guidées par une certaine idée du bien et du mal, par des convictions intimes, héritées certes de notre éducation, de notre milieu, mais que nous avons fait nôtre. L'ensemble de ces opinions que nous estimons sincères et justifiées, qui guident et structurent notre vie, constituent une philosophie. À ce titre, tout homme est philosophe. Et fait de la philosophie comme Monsieur Jourdain faisant de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Quand on parle de tout homme est philosophe d'une manière spontanée, c'est l'ensemble de ces opinions constitue une philosophie spontanée. Cela ne signifie pas que les personnes concernées ne réfléchissent pas, mais leurs opinions sont la plupart du temps assises sur la tradition, sur l'éducation reçue, sur l'expérience vécue, sur les influences subies et non sur une réflexion systématique et personnelle qui mettrait en relation ces différentes opinions et les rattacherait à des principes communs et mûrement réfléchis et qu'on a coutume de désigner par le nom de fondement. Non seulement ces opinions sont atomisées, indépendantes les uns des autres, mais elles se trouvent pas leur justification, leur cohérence, leur unité par rapport à des questions, à des principes premiers dont nous sommes conscients et inconscients, qui résultent de notre réflexion personnelle et auxquels nous adhérons de manière réfléchie et raisonnée. En réponse, si nous effectuons cette démarche de retrouver les racines communes de l'ensemble de nos opinions, d'une philosophie spontanée, inconsciente d'elle-même, nous sommes passés à une philosophie explicite parce que autrefois, jadis, quand nous pensons, on était dans la mode de philosophie implicite, consciente d'elle-même, bref, à une posture intellectuelle à laquelle on réserve habituellement le nom de la philosophie. Par exemple, si nous parlons de ce grand texte écrit par ce grand homme, voici ce qu'écrit Gramsci, philosophe d'italien, 20e siècle à propos. Il faut détruire le préjugé difficile, fort répandu, selon laquelle la philosophie était donnée. Quelle est l'activité intellectuelle?
quelle est l'activité intellectuelle, serait quelque chose de très propre d'une catégorie déterminée de savants spécialisés ou de philosophes professionnels et faisant de systèmes. Il faut donc démontrer au préalable que tous les hommes sont philosophes. En définissant les limites et les caractères de cette philosophie spontanée qui est celle de tout le monde. Autrement dit, la philosophie qui est contenue, dans le langage même, lequel est un ensemble de notions et de concepts déterminés par l'esprit et non pas seulement un ensemble de mots grammaticaux vides de contenu. 2. Dans le sens commun, le bon sens. 3. Dans la religion populaire. Ayant démontré que tous les hommes sont philosophes, avait dit tout le monde philosophe par rapport à 3 ça. Un, à travers langage, ou bon façon, parce que ou pas les sorts qui l'en tête ou bon sens, et puis religion populaire, ayant démontré que tous les hommes sont philosophes, fût-ce à leur manière propre, inconsciemment, dès lors que dans la plus petite manifestation d'une activité quelconque, le langage se trouve contenu une conception déterminée du monde, au passe au second moment, au moment de la critique de la conscience, c'est-à-dire qu'on passe à la question suivante, est-il préférable de penser sans en avoir une conscience critique? Non. D'une façon désagrégée et occasionnelle, c'est-à-dire de participer à une conception du monde imposée mécaniquement par le monde intérieur, autrement dit par l'un des nombreux groupes sociaux dans lesquels chacun se voit automatiquement impliqué depuis son entrée dans le monde conscient, ou bien est-il préférablement d'élaborer sa propre conception du monde de façon consciente et critique, et ainsi en connexion avec ce travail que l'on doit à son propre cerveau, de participer activement à la production de l'histoire du monde et d'être le guide de soi-même au lieu d'accepter passivement et lâchement que le sort soit mis de l'extérieur à notre propre personnalité. Ça, c'est Graham Cramsey. Ça, c'est Cramsey. What you're doing? Cramsey. OK? Qui fait ça? OK. Non. Nous aller. Alléluia. Bral vite fait. Nous presque fini. Et c'est Albert Mendiri. C'est Albert Mendiri, professeur agrégé de philosophie. C'est lui que nous allons passer pour un rapide là. Pour toutes les sections, nous allons parler et certains points, ma font y dépasser puis il n'a pas parlé. What happened? Ouais. C'est ça. You have to watch over them. En pile monde souvent pose des questions, il parle de philosophie comme Mteka dit comme monde comme un être, je souvent prends comme un être, bien que la philosophie il est typiquement féminine. Jean-Lit en nous garder après que ça comme Kramzidian parler de saut de la personnalité à l'extérieur de la personnalité, parler de la naissance de la philosophie et le rôle de la raison. Attendez.
nous comprenons un peu mieux en question en quoi consiste la philosophie. D'une part, ses origines historiques, d'autre part, vont en préciser le sens. En pile, monde souvent dit que philosophie prend naissance en Grèce. Tandis. Or, la philosophie est traditionnellement considérée comme étant l'invention des Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ok? Cette civilisation aurait inventé la philosophie comme elle aurait inventé la démocratie, les mathématiques. C'est faux. Cette affirmation peut étonner alors même que nous savons bien qu'il existe des sagesses antérieures très riches, au même titre que la plupart des civilisations antérieures aux Grecs du 5e siècle, possédant des connaissances mathématiques comme peuvent en témoigner leurs réalisations architecturales, souvent remarquables, ou bien encore leur connaissance cosmologique leur permet de dresser des cartes du ciel ou d'élaborer des calendriers. Nous allons avancer. Nous là? Moi, j'aime ça, oui. Amen. D'où vient alors cet honneur réservé aux Grecs de cette époque? Ils ont inventé les mathématiques dans la mesure où une proposition est considérée comme telle si elle peut faire l'objet d'une démonstration. Les Grecs ont inventé la démonstration. Est-ce que ça, c'est vrai? Et ça fait, ouais là, c'est là, ouais, nous trois font anti-pratique. Est-ce que ça veut dire vrai? Est-ce que c'est vrai? Hein? Connaissance mathématique avait pour source l'expérience, l'observation, bref, était à ce titre de nature empirique. Ok? Il en va de même à propos de la philosophie. La sagesse élaborée ne repose plus sur la tradition, sur des croyances religieuses. Longtemps, philosophie avec religion te font seul. Et ça fait automatiquement la philosophie ou une religion. C'est pas faute philosophie. C'est parce que c'est ton seul que le dit. La religion même, c'est lui même qui te maman ensemble de science humaine. Ok? Il y a ce qu'on appelle, selon Kant, Kant qualifiait à juste titre cette dernière de philodoxie, c'est-à-dire d'amis philo de l'opinion doxa. Car il n'y a pas de philosophie véritable sans une réflexion menée sur le fondement de nos opinions et conduite par la raison. Nos opinions ne sont plus alors considérées comme telles, mais comme une forme de savoir contestable. Certes, mais n'ayant un savoir, si nous entendons par des affirmations, donc nous connaissons les justifications ultimes ou les fondements ainsi que la cohérence de leur énoncé dans la diversité des domaines et sur lesquels nous nous prononçons. On va avancer toujours. Et il y a un pile. À plus forte raison, la philosophie ainsi définie se distinguait-elle des simples opinions héritées de notre éducation. Est-ce que nous comprenons? Toute façon, on a réfléchi, il y a un pile sur l'éducation. Et ça fait, là où on décide de parler avec une fille ou d'où pour décider de faire un foyer avec elle, il faut chercher qu'on ça en tête mon nom. L'homme fragile. Là encore, c'est philosophie. Ok, si nous prenons ici, nous allons lire un texte qui c'est la philosophie. Socrate n'est sans doute pas sans charme si l'on s'y livre avec modération dans la jeunesse. Mais si l'on s'y attarde au-delà d'une juste mesure, c'est une calamité. Quelque bien doué que soit un homme,
s'il continue à philosopher dans son âge mûr, il est impossible qu'il ne se rend pas étranger à toutes les choses qu'il faut connaître pour devenir un homme bien élevé et considéré. Cela veut dire, être un philosophe, les mœurs, les conduites, le comportement, des façons de se comporter, savoir-vivre fait partie de la philosophie. OK? Philosophie est bonne à connaître dans la mesure où elle sert à l'éducation. OK? Chaque fois, ça nous rend l'utilité de la philosophie. On nous rete sous point ça qui c'est philosophie comme besoin spirituel. Parce que nous allons rentrer dans la théologie encore. Faut nous voir ça. Mais 5 vidéos m'a fait puis nous pour nous retourner sur l'utilité de la philosophie. On nous garder ça. La philosophie comme besoin spirituel, comme expression de la curiosité naturelle de l'esprit. Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous là avec moi? Penser par soi-même afin de conduire sa vie, afin de guider ses pas, est déjà un objectif éminemment noble et utile. Mais cette entreprise n'épuise pas l'intérêt de la philosophie. La réflexion philosophique se hisse à un objectif encore plus élevé, plus profond, en harmonie avec les exigences les plus hautes de l'esprit. Il est vrai qu'aux questions que se pose l'homme sur son destin et celui du monde, aucune réponse certaine ne vient récompenser sa recherche. Mais elle est, lui, ok? Mais elle lui apporte des satisfactions spirituelles irremplaçables que Bertrand Russell, philosophe britannique du XXe siècle, a su parfaitement exprimer dans Problèmes de philosophie. La philosophie comprend de nombreuses questions, dont certains sont du plus profond intérêt pour notre vie spirituelle, qui, pour autant qu'on puisse le savoir, doivent demeurer insolublement à moins que les facultés de l'esprit humain ne deviennent tout autre que ce qu'elles sont à présent. L'univers comporte-t-il une unité de plan et de but, ou bien n'est-ce qu'elles sont à présent? OK? Comporte-t-il une unité de plan et de but, ou bien n'est-ce qu'une rencontre fortuite d'atomes? La connaissance fait-elle partie de l'univers à titre permanent, donnant ainsi l'espoir d'un accroissement indéfini de la sagesse? Ou est-ce qu'un accident transitoire particulier à une petite planète, où la vie deviendra certainement impossible plus tard? Le bien et le mal ont-ils de l'importance pour l'univers ou seulement pour l'homme? De telles questions sont posées par la philosophie et résolues de façon différente par des philosophes différents. Or, que des réponses soient possibles ou non, que propose la philosophie ne sont jamais d'une vérité démontrable. Pourtant, si faible que soit l'espoir de découvrir une réponse valable, l'examen persévérant de telles questions fait partie des tâches dévolues à la philosophie. Celle-ci nous fait prendre conscience de l'importance de tels problèmes. Elle examine toutes les façons de les traiter. Et elle garde intact cet intérêt spéculatif pour l'univers qui est en danger d'être anéanti si nous nous bornons à la recherche d'un savoir, à la certitude bien établie. Là, la philosophie n'est pas simplement un outil de réflexion, de critique,
mais li vin du ka deveni yon façon, yon style de religion pour l'intellectuel. Celui qui se veut philosophe doit accepter à croire à certains dogmes philosophiques. La religion en soi, c'est une philosophie que certains refusent de s'adapter, de se faire adeptes. Ok. N'a mette fin jeudi, hein? Et tellement gen belle bagay là. Bon, moi si m'bada ka ajoute un petit bagay tout petit. On nous prend la culture, par exemple. Parce qu'il n'a pas parlé de l'école, n'a pas parlé de l'éducation, nous est culture. Qui sa culture? Qui sa culture? Hein? Hein? Qui était dans la prochaine vidéo? Oh, ok. Eh bien, n'a copié là jeudi, hein? Et dans l'autre vidéo, nous allons plus parler de culture. Nous allons parler de... ouais. C'était un bon moment de nous passer ensemble. Ok. L'homme est un mystère. L'idée d'une norme sur les plans biologiques et sociologiques moraux. Nous avons voir ça est toujours philosophie. Les raisons d'être éventuelles d'une morale provisoire. Là, nous voyons le discours de la méthode. Bon, je souligner pour nous. Et puis, der 4, dans la troisième partie du discours de la méthode, cette idée de morale provisoire peut, au premier d'abord, apparaître curieuse. Der 4. Et nous avons l'autre sujet, l'intérêt de la morale authentique. Nous avons Kant qui parle de ça. Et nous avons l'autre encore. Nous avons la charité comme fondement de la morale. Et après morale, oui, en plus, sujet moral gagne son autonomie par rapport aux traditions. L'intérêt de la morale authentique. Ouais, la morale réside dans l'intention et non dans l'acte. Cet ordre de la raison, cet ordre qui nous fait obligation, si on veut être moral, nous allons parler du moral, les nous tourner, et nous allons la morale confrontée à la philosophie du soupçon. Qu'appelle-t-on philosophie du soupçon? Nous allons connaître ça, non? Et souvent, les gens qui sont plus développés, nous joignent, c'est Karl Marx avec Nietzsche. Et dans l'autre vidéo, nous allons pour nous parler plus sur ça. Et nous allons pour nous parler la lutte des classes. Et puis nous allons pour nous parler pourquoi Nietzsche a dit Dieu est mort. Jusqu'à ce qu'à travers la déclaration ça, M. Vingen a créé un mouvement de théologie radicale qui vient prendre naissance. Et moi content de passer ce moment ça ensemble avec nous. Et moi j'étais vraiment content pour nous avoir conscience de soi et conscience de soi et connaissance de soi. Deux bagages différents. Avait dit de temps en temps on a fait le café, bah me garder moi si m'badaka et fait en total de m'était dit 5, elle m'a fait 18 ou plutôt m'gèle m'a fait 30. Parce qu'il faut que nous finement document ça net et puis là que nous allons entrer dans l'apologétique pour nous voir si c'est la philosophie. Oui, il basé sur des textes, mais il m'a dit faut qu'il y ait un bon raisonnement. Et avant de nous aller, nous devons montrer nous documents que depuis qu'on a fait théologie apologétique, ça sont documents importants pour ta gagner. Les relais et game
planned for discussion for Christian conviction. Tactique, Gregory Cole. Gregory Cole, ça c'est tactique. Et préfacé par Lee Strobel. Lee Strobel. Et pourquoi moi ça non, pourquoi moi ça tout. OK, bon prend ça avant. Nous gain Seeking Hala Fighting Jesus. Seeking Hala Fighting Jesus. Donc ouais, c'est qui monde qui écrit livre ça lui-même c'est Nibel Crunchy et li phrasé par Lis par Lis Strobel. C'est apologète yoé. Et ça c'est deuxième. Et puis nous avons un document ça qui est Apologetic for a New Generation. Apologétique pour une génération, nouvelle génération. Il est écrit par Sean McDowell. Et monsieur c'est plusieurs. Et ça le fait marcher à l'université, même avec ancien feu docteur Rabbi Zakaria. Il document ça. Et puis nous avons des documents ça qui est les 100 qui c'est The Next 100 Years qui est écrit par George Friedman qui c'est en prédiction